Bien, je propose qu'on commence notre séance. Tant pis pour les retardataires. Donc on va continuer nos échanges autour du débat public sur les franchissements de Loire et sur le cœur métropolitain. Et ce soir, nous avons un invité particulier puisqu'il s'agit d'un nouveau membre du Conseil de développement, Jacques Gagneur. Jacques Gagneur est un Nantais récent dont l'expérience professionnelle peut nous être utile. C'est un économiste, spécialiste des politiques publiques de déplacement et d'urbanisme. Il a été enseignant-chercheur, il a travaillé dans plusieurs agences d'urbanisme de grandes villes. Il a été expert au CERTU, alors CERTU, Centre d'études sur les transports urbains. Il n'a pas toujours été seulement dans l'étude pure, il a aussi participé de très près à de grandes opérations, notamment à celle de la mise en œuvre du tramway de Grenoble, je crois. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien l'ensemble des questions de mobilité, c'est la raison pour laquelle il a proposé de partager avec les membres du Conseil une réflexion sur les méthodes de la décision en matière de déplacement. C'est un exercice intellectuel nouveau pour nous, mais ça vient compléter les autres auditions auxquelles nous avons déjà procédé. Et je voudrais remercier particulièrement Jacques Gagneur de cet investissement personnel dans le cadre de nos travaux. Par la suite, et dans le même esprit d'utiliser les expériences, nous envisageons de continuer à avoir d'autres rencontres, notamment avec un jeune ingénieur suisse qui travaille aujourd'hui à Nantes et qui dispose d'une expérience dans son pays d'origine sur les questions de médiation et de débat public. Donc, ce sera intéressant d'avoir une approche comparée sur ce que font les Suisses et par rapport à nos travaux. Et ça peut nous permettre de recueillir des éléments nouveaux. Voilà, je propose de passer tout de suite la parole à Jacques Gagneur en le remerciant à nouveau d'être là pour nous apporter son expérience et son éclairage. Et j'espère surtout le débat qui va suivre. Parce que l'exposé, vous allez voir, ça ne va pas être très drôle, mais c'est surtout la suite qui sera intéressante. Je précise simplement une chose par rapport à la présentation qui vient d'être faite. Je ne suis pas du tout ingénieur en travaux. Alors ne me posez surtout pas des questions là-dessus. Je ne sais pas comment on construit un pont ou comment on creuse un tunnel. Par contre, et c'est là que je vous invite effectivement à un échange, c'est la manière dont on mène les études à l'amont de la décision publique, ce qu'on appelle les études de faisabilité et d'opportunité. Et c'est bien l'actualité de la question qui est posée au Conseil. Alors plus précisément, et je commence par une petite provocation avec Woody Allen, la réponse est oui, mais au juste, quelle est la question? Alors, je voudrais faire une distinction au départ entre le sujet qui nous préoccupe, qui nous réunit, et l'objet. Le sujet, c'est bien le mandat reçu par le Conseil de développement pour réfléchir et faire des propositions sur la participation des citoyens et la démocratie et la décision publique. Je résume pour aller vite. Ça, c'est le sujet. L'objet, c'est bien, et de façon indissolublement liée, la centralité nantaise et ce qui va venir peut-être l'irriguer, un ou des franchissements de la Loire. On ne va même pas parler de l'objet, on va parler de la machine-outil qui va essayer de fabriquer cet objet, la décision publique concernant le franchissement. Voilà un petit peu les précisions que je souhaite apporter sur cette première diapo légèrement provocatrice. Alors, effectivement, il s'agit bien, dans cette réflexion, de travailler sur ce qu'on appelle l'utilité collective ou encore l'intérêt commun. L'économiste que je suis, ou que j'ai été plutôt, on lui apprend dès la première année ce qu'est une fonction d'utilité collective. Effectivement, d'une manière soit philosophique, soit de type ingénierie, c'est ça qu'on cherche à appréhender. Donc il s'agira ici, selon le vocabulaire qu'on veut retenir, d'évaluer des trafics, une demande, des besoins. On pourra choisir le vocabulaire que l'on souhaite. On va donc être là dans le domaine des approches dites rationnelles. En gros, les sciences de l'ingénieur, pour faire bref. En sachant que ce ne sont pas les seuls qui aident à construire une décision.
en particulier publics, mais qu'il existe aussi des représentations sur lesquelles les décideurs vont pouvoir s'appuyer et qui ne sont pas de l'ordre de ce dont on va parler ce soir. Donc, ce qui sera intéressant, je l'espère, c'est effectivement de poser des questions sur le déroulé de la méthode que je vais vous proposer et de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer en reprenant diapo par diapo comme proposition. Alors, je me suis rendu compte en révisant ma leçon que la partie intéressante de l'exposé, c'est les 4 dernières, et qu'avant, il y en aura 10. Mais je vais essayer de les passer peut-être plus rapidement, et puis on s'attardera sur la fin. Alors, voilà, Gabriel est à la manœuvre. Juste au départ, poser quelques indications de vocabulaire concernant ces affaires de trafic. La flèche orange désigne le trafic interne à un périmètre. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une agglomération, mais on pourrait par exemple dans une étude ici à Nantes, dire qu'un périmètre pertinent c'est celui de l'île de Nantes, et puis qu'on va s'intéresser à l'île de Nantes dans son contexte. Là, j'ai pris un exemple simple dans une agglo parfaitement anonyme. Donc, il existe d'abord un trafic interne, c'est ce que nous faisons tous les jours, chacun pour soi. Un trafic d'échange entre cette agglomération et son territoire périurbain, et puis un trafic de transit qui n'a ni son origine ni sa destination à l'intérieur de ce périmètre. C'est des choses simples, mais il vaut mieux se le rappeler pour pouvoir ensuite dialoguer avec les technocrates dont je fus, mais qui vont, eux, fabriquer des études destinées à la maîtrise d'ouvrage et aux élus. Ensuite, une proposition de distinction, c'est la question des périmètres. Alors, je distingue le périmètre de compétence de la collectivité maître d'ouvrage, un peu moins près, comme ça c'est mieux. Plus bas. Merci de ces indications de réglage. Ok. Donc, le périmètre de compétence de la collectivité, tel qu'il est défini au moment où la réflexion suit son cours. Le périmètre d'étude, lui, peut être différent de celui de la collectivité maître d'ouvrage. C'est même souvent le cas, de façon, dans le domaine des déplacements, à pouvoir l'adapter à la réalité des déplacements concernant le périmètre institutionnel. Et puis enfin, il peut y avoir un troisième périmètre, on en a déjà débattu ici, qui est le périmètre du débat public, qui peut être le même que celui du maître d'ouvrage, mais qui peut être plus petit ou plus large selon des choix qui sont plus de nature politique. L'outil dont je vais vous parler tout à l'heure peut permettre éventuellement de préciser géographiquement le périmètre pertinent d'un débat sur une question comme le franchissement. Une question qui m'est très chère, c'est celle des horizons de temps. C'est vrai que moi alors, vous disiez tout à l'heure que oui, j'ai contribué à... J'ai été un des papas du tramway de Grenoble. Au passage, on est venu un petit peu copier sur Nantes quand même, juste, mais il ne faut pas le répéter. Je me suis rendu compte qu'à l'époque, on faisait, moi j'étais jeune chargé d'études, des prévisions de trafic à 10 ans. Et 10 ans, ça nous paraissait, pas le bout du monde, mais très très loin. Ces 10 années ont passé à une allure incroyable. Et en fait, la leçon que j'en ai tirée très modestement, c'est que lorsqu'on fait ce genre de démarche, je parle là d'investissement public lourd, hein, et on est bien dans ce cas de figure, c'est pas du tout 10 ans. 10 ans, c'est je dirais la maille minimale pour parler de sujets de cette nature. Hein. Il faut viser beaucoup plus loin dans le temps. Ça pose des questions qu'on pourra débattre, je l'espère, tout à l'heure, sur la pertinence des horizons. Donc, on distingue deux familles d'horizons. L'horizon de référence, je vais y revenir tout à l'heure, mais il faut dire tout de suite que c'est celui que l'on, entre guillemets, bricole lorsqu'on est un homme d'études au service des collectivités locales, soit dans les services, soit prestataire pour le compte d'eux. Hein. On fait avec les données dont on dispose ou que l'on est en mesure de fabriquer pendant la durée de l'étude. Ça pèse souvent beaucoup sur la façon dont on peut procéder. Et puis les horizons de projection, donc je ne m'étends pas sur l'importance de la durée, mais pour dire qu'il faut que ça soit réaliste,
Dans le cas qui nous occupe, l'horizon de 10 ans est minimal. D'ailleurs, c'est écrit dans les rapports, c'est très clair là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord. Compte tenu des débats nécessaires pour la prise de décision, des procédures à instruire, des montages financiers, de la durée des travaux, d'éventuelles déclarations d'utilité publique, etc. Un délai de 10 ans à partir du top départ est quasiment incompressible, en tout cas très très peu, quoi. Donc on voit qu'il faut voir au-delà des 10 premières années pour essayer d'y voir clair. Voilà, et j'ai écrit suffisamment lointain et différent pour éclairer les choix. Il faut que ce soit effectivement plutôt nos successeurs dans le temps que nous-mêmes qui seront concernés. Alors, on va effectivement rentrer dans des logiques de réseau. Alors les réseaux, bon, je vais simplifier hein, parce que sinon c'est trop long et trop compliqué, mais on va utiliser VP pour voiture particulière et TC pour transport collectif. Ce sont deux familles de réseaux que l'on décrit, sans rentrer dans la géométrie de la chose, avec des arcs et des nœuds. C'est le minimum. Alors les arcs sont orientés, ils ont des longueurs, des vitesses, des choses comme ça. C'est ce qui est nécessaire pour fabriquer le modèle dont on va parler tout à l'heure. Pour organiser l'agglomération et ses réseaux, et sa compréhension de ça et sa quantification, on fait un très gros travail de découpage de cette agglomération en zones. Alors j'ignore d'ailleurs dans les rapports que vous m'avez confiés, que j'ai lus, ça n'est pas dit par les bureaux d'études si Nantes a été découpée en 50, 100, 200, 300 zones. Je dirais que pour ce que j'en sais, une agglomération comme celle de Nantes Métropole, il faudrait que ça soit entre 100 et 200 zones pour que le plus proche de 200 que 200, si possible, pour que le modèle soit d'une bonne qualité, de pertinence, que ça colle bien à la réalité du terrain et donc des pratiques de déplacement de la population nantaise. Alors il faut que ces zones soient suffisamment fines pour coller au terrain, ce que je viens de dire, mais permettant aussi d'associer des données pertinentes. On va les voir tout à l'heure. C'est pas gagné d'avance. Parfois, on est obligé de faire des grosses zones parce qu'on a peu de données disponibles. Voilà. Alors, les trois dernières lignes, c'est important. Alors, je suis désolé, c'est le techno, hein, mais bon, il faut un petit peu en passer par là, quitte à réinterroger ensuite ça derrière. Le cœur de la compréhension, la question des déplacements dans un secteur donné, peu importe qu'il soit urbain ou rural, c'est ce qu'on appelle la matrice des déplacements, origine-destination. Dans le jargon, les matrices OD. C'est vraiment cet outil-là, matrice, donc un tableau croisé, hein, pour ceux qui ne sont pas spécialement portés sur les aspects mathématiques. Vous avez tous entendu parler de l'enquête ménage-déplacement, par exemple. On l'a évoqué ici plusieurs fois. Il y a d'autres types d'enquêtes. Je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus, mais c'est bien ça qui vient nourrir la compréhension quantifiée des déplacements. Dans un des débats, j'avais entendu on pourrait interroger les gens sur le pont Sainte-Anne. Oui, mais pour leur poser quelles questions, pour en recueillir quels matériaux. Dans la parenthèse, j'indique qu'on peut avoir plusieurs matrices par mode de déplacement, par tranche horaire, par motif de déplacement. On va caractériser les personnes par leur âge, leur sexe, éventuellement leur catégorie socio-professionnelle, si on est en mesure de recueillir ces informations. Donc, a priori, et c'est le cas en général dans toutes les grandes agglomérations, on dispose de ces bases de données et on peut, à ce moment-là, les rentrer dans une moulinette de modélisation, dont on verra plus tard l'intérêt. Si on n'a pas ces matériaux, on va avoir quelque chose de plus pauvre, de plus maigre. On va essayer de reconstituer par les marges des matrices ces flux de déplacement, tant bien que mal, avec des précisions qui seront évidemment bien plus faibles que des enquêtes lourdes et fines, mais donc coûteuses aussi. Il faut avoir les moyens de ces bases de données.
Voilà, j'ai fini avec les préliminaires et les prolégomènes. On rentre dans le cœur du sujet, les 4 étapes de la méthode. Alors j'en ai mis 4 pour tenter d'être un petit peu pédago, mais vous me direz si j'ai réussi ou pas. La première, la plus fastidieuse, la plus longue, la plus coûteuse, c'est celle de collecte et de préparation des données. Ça n'intéresse absolument personne. Je peux vous dire par expérience que le maître d'ouvrage, il vous dit vous faites ça, débrouillez-vous. Or, ça prend beaucoup de temps, donc ça coûte de l'argent, et pendant ce temps, il commence à piaffer d'impatience. Il faut donc l'occuper agréablement à des considérations pendant qu'il y a des gens qui vont courir après les données. Alors on va regarder ça. Le deuxièmement, ça c'est vraiment l'ingénieur modélisateur qui va construire un outil de simulation. Et les parties les plus intéressantes, c'est 3 et 4, c'est-à-dire définir des tests de scénarios, les décrire et puis les passer dans la moulinette, et ensuite les analyser et restituer les résultats d'une manière, si possible, intelligible. J'y viendrai, et là la seule proposition que j'ai pu trouver, c'est à ce niveau-là. Alors, si on regarde l'aspect préparation des données, il faut les préparer en situation de référence. On va dire que grâce à l'INSEE, et dans un pays comme la France, on est plutôt bien doté en milieu urbain, donc on ne va pas pleurer là-dessus. Aux horizons de projection, c'est plus délicat. Alors, on sait à peu près projeter la population d'une agglomération. L'INSEE, globalement, dispose d'un modèle qu'on appelle le modèle ONFAL. Pour ceux que ça intéresse, c'est uniquement le solde migratoire et le solde naturel qui sont combinés à partir des données de départ et que l'on projette un peu plus loin dans le temps. Ça nous donne ce que vous savez tous, c'est-à-dire la population de l'agglomération va croître d'ici 20 ans de X%. Bon. Pour chaque zone, c'est un peu plus délicat. L'INSEE ne vous fait pas ça. Personne ne le fait d'ailleurs. Il n'y a que le brave chef de projet qui va empoigner les logements disponibles et qui va faire varier ces logements zone par zone sur moyenne et longue période. Avec des hypothèses, donc il va se retourner vers son maître d'ouvrage et il va lui dire qu'est-ce que vous avez prévu dans votre PLH, dans le PLU, etc. Et puis, on va donc détruire des logements anciens, artificiellement bien entendu sur le papier, construire des logements neufs, et mettre dans ces logements une population dont on sait que la taille des ménages décroît au fil des années. Et donc on va prendre une hypothèse de décroissance de cette taille des ménages. On doit être, je crois, actuellement à quelque chose comme 2,2 personnes par logement en moyenne dans les grandes agglomérations françaises. C'est là qu'on va mettre des hypothèses sur l'île de Nantes, dans le cas qui nous occupe. Et donc, on va déménager le CHU à l'horizon temps, construire des immeubles d'habitation, etc. Évidemment, si on avait gardé une prairie à la place, il n'y aurait pas vraiment de sujet et on ne serait pas là pour en discuter. Mais il existe parfois des zones vides, des grands parcs ou des choses non construites pendant 20, 30, 50 ans. Ça peut arriver. Alors, les données démographiques, j'ai dit, on se débrouille. Les données d'emploi, a fortiori dans une période comme celle qu'on connaît maintenant, c'est globalement extrêmement périlleux de donner des prévisions. Alors faire de la prospective, on peut oser, mais zone par zone, c'est, il faut le dire très honnêtement, c'est très hasardeux. On sait que telle usine, elle ne va pas durer la nuit des temps, donc on va se dire, sur le papier, on va la fermer, mais à quelle date on la ferme, etc., etc. C'est compliqué. On sait remplir des mètres carrés de bureau par des emplois, moyennant un ratio de mètres carrés par emploi ou emploi par mètre carré, comme on voudra. Donc, vous voyez un peu le type d'appréhension d'une réalité future que l'on est amené à construire. C'est un jeu d'hypothèses, parfois robuste, parfois fragile, on pourra éventuellement en discuter. Scolaire et étudiant, on va trouver le cher rectorat, puis on lui demande qu'est-ce qu'il a dans ses cartons pour les années à venir.
Il m'est arrivé une aventure curieuse, mais ça montre que la vraie vie, ça existe aussi. Sur le tramway de Grenoble, j'avais prévu un campus à 35 000 étudiants, m'avait-on dit, on n'en bougera pas, garanti. Et puis un ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, est arrivé, et le plan Université 2000 est passé par là, et on est passé à 50 000. Moi j'ai refait tous les calculs derrière, parce que voilà, on avait changé de politique. Donc très concrètement, hein, on change les chiffres dans un modèle lorsque, effectivement, des politiques nous disent non, on va plus là, on va là. On peut imaginer des coefficients de dureté de stationnement, on peut avoir parfois des données sur les revenus, moyens, médians, etc., les taux de motorisation, des choses comme ça. Bon. On décrit les réseaux de transport, je n'y reviens pas, les fameux arcs et les fameux nœuds, mais ça veut dire qu'en prospective, on va introduire, sur l'affaire qui nous intéresse, un arc à tel endroit, et éventuellement un ou deux autres, à 2 ou 3 autres endroits, si on veut tester différentes hypothèses de franchissement. Là, il ne faut pas se rater. Là, il y a une vraie concertation, une responsabilité du maître d'ouvrage qui est de dire, bon, on prend, compte tenu d'hypothèses, d'études sur l'environnement, la géologie, etc., vous allez me retenir 3 secteurs où on peut raisonnablement envisager des franchissements possibles. Et puis, on va rentrer, alors tout ça, c'était des données d'offres urbaines et d'offres de déplacement, et puis on va rentrer des données de demande, donc les matrices OD dont je parlais tout à l'heure, complétées par ce dont on dispose en matière de comptage, voiture, transport en commun, les flux domicile-travail donnés par l'INSEE et domicile-études, encore qu'avec les nouvelles modalités du recensement, ça soit devenu très fragile, alors que c'était très solide avant. Donc, ils réfléchissent là-dessus. Je ne suis plus trop dans le circuit professionnel, mais je sais qu'il y a prochainement un séminaire sur le sujet à Paris. Voilà, il y a une matière sur laquelle il y a des cerveaux de statisticiens qui réfléchissent. Construire l'outil de simulation, c'est la deuxième étape. En général, il y a une personne qui fait ça, et ça lui prend entre 8 jours et 6 mois, selon la difficulté de l'exercice. Bon, il existe des logiciels spécialisés, je vous fais grâce de ça, mais c'est une démarche qui se fait en 4 étapes. Si vous le souhaitez, on pourra en discuter, c'est peut-être pas indispensable pour le sujet, on verra. Chacune des zones, on lui fait générer un trafic et recevoir un trafic. C'est la première étape du calcul. Une zone où il n'y a que des emplois, par exemple, eh bien, on lui donnera des heures de fonctionnement, etc. Ça va coller au réalisme de qu'est-ce que ça émet, qu'est-ce que ça reçoit. Un quartier d'habitation, il émettra de la population active le matin, et puis les scolaires aussi, et il recevra ces mêmes personnes en fin de journée, par exemple, éventuellement des retours midi, 2 heures, etc., etc. Ensuite, on distribue ce trafic entre les zones pour remplir la matrice. On répartit entre voitures et transports en commun, selon une ABAC qui permet de donner dans l'agglomération en question la réalité de cette répartition en fonction des temps de parcours. Et puis, dernière étape, pour arriver sur une réalité tangible, on affecte les trafics ainsi calculés sur les différents arcs du réseau. On met ce qu'on appelle la charge du réseau ou le serpent de charge sur tous les arcs du réseau. Et vous avez tous vu des images qui donnent des visions cartographiées de ces réseaux ainsi remplis. Ce qu'il faut retenir dans ces modèles, c'est que c'est le temps de parcours qui est la variable clé. Non pas que les variables économiques, et en particulier le prix de l'essence ou le prix du ticket de transport en commun, soient négligeables, mais simplement que il existe des modèles prix-temps, c'est plus cher, c'est plus compliqué, ils sont peu utilisés en ce moment. L'outil ainsi constitué, il est jugé acceptable ou bon en fonction d'un coefficient de reconstitution de la réalité enquêtée pour la période de référence. Quand on arrive à reconstituer 100% plus ou moins 3%, là on est vraiment très très bon. Plus ou moins 5, c'est bien, voire très bien.
En dessous, ben, c'est forcément un peu moins bien. Il y a des gens qui se contentent d'une reconstitution à 80%, hein, dans certains cas. C'est pas très glorieux, mais on le trouve de temps en temps. Voilà, c'était les 9 diapos casse-pieds, du moins, je plaisante, mais qui sont une matière un peu lourde, excusez-moi, mais c'est une réalité. Et là, on arrive à ce qui est le plus intéressant, le plus motivant en tout cas, c'est-à-dire, alors, quelles sont les questions qu'on se pose? D'où ma première diapo, c'est quoi la question? On veut tester donc des scénarios d'offres de transport. Ce franchissement, 1, 2, 3, à quel endroit et à quelle période? Mais comment on le raccorde au reste du réseau, mais etc., etc. Toutes les questions qu'on veut se poser qui contribuent à définir la politique ou les politiques que la collectivité souhaite tester et parmi lesquelles elle choisira celles qu'elle va vouloir mettre en œuvre. Donc là, il y a un travail qui est très intéressant, qui fait appel au service du maître d'ouvrage, donc ici Nantes Métropole, aux compétences du bureau d'études, qui peut prendre des initiatives, enfin s'il y a un bureau d'études dans le paysage, hein, si ce n'est pas fait en régie, qui peut dire, bah, tiens, est-ce que vous souhaiteriez qu'on regarde ceci, cela, etc. C'est une phase de créativité. Et ça peut prendre en compte, et ça doit prendre en compte normalement, des hypothèses qui sont émises ici ou là dans la population. Voilà. Alors, là aussi, on va nous dire, oui, bah, vous êtes bien gentil, mais on en est à 18 scénarios. Il y a 2 critiques quand on arrive à des chiffres comme ça, parce qu'on y arrive souvent. La première critique, la plus évidente, c'est... on n'a pas les moyens d'en tester 18, vous avez droit à 6, alors débrouillez-vous pour choisir les 6 les plus pertinents. Question de budget, parfaitement compréhensible et respectable. Et puis la deuxième critique, c'est, vous savez, au-delà de 3, on ne comprend plus grand-chose à ce que vous nous racontez. Ça, c'est un vrai problème. On aimerait bien, mais à part 3 individus à temps plein qui ont les cerveaux formatés pour ça, on a un peu de mal à suivre quand même. Et ça, je pense qu'on y reviendra. Alors, on teste les scénarios, après descriptifs, etc. Et ça donne un certain nombre de résultats. Alors ici, c'est un petit graphique où vous voyez, alors sur l'axe des abscisses, la période de référence, un horizon de projection à 10 ans, un autre à 20 ans, et puis un prolongement, parce qu'il faut sûrement aller plus loin. C'est bêtement linéaire, parce que je n'ai pas voulu compliquer les choses. Il est évident qu'on peut déjà discuter tout ce que je viens de raconter ici. En ordonnée, le trafic qu'on a voulu mesurer. Et donc en bleu, la situation un petit peu de ce qu'on appelle le fil de l'eau, ou situation de référence, où on ne fait rien de particulier. On se contente de faire évoluer la population, les emplois, enfin les caractéristiques urbaines et humaines du territoire concerné. Et puis, on fait un premier test, alors j'ai mis ici avec ouvrage pour faire simple, hein, et qui nous donne une variation du trafic. Je l'ai mise en hausse ici, bon, ça ne veut strictement rien dire, c'est juste pour indiquer comment on obtient un premier niveau simplifié ici, hyper simplifié, de restitution des résultats d'une modélisation de trafic. Voilà. Alors, on en arrive effectivement à la phase, la 4e étape de cette méthode, c'est-à-dire l'analyse et la restitution des résultats. Alors, j'ai eu l'occasion de lire les 3 rapports que vous m'aviez confiés, ça m'a rajeuni de quelques années, merci. Très honnêtement, c'est un travail qui est bien fait. Les bureaux d'études, je les connais, ils sont de qualité, ils sont d'excellentes références. Quand on arrive à l'analyse des résultats, on a un peu besoin de se relire 1 fois, 2 fois, 3 fois, d'aller prendre un peu d'aspirine et de se faire un petit schéma pour voir si on a bien compris, etc. Ça devient très touffu à ce niveau-là. Mais on obtient des résultats. Alors, il y a évidemment le trafic qu'on va trouver dans l'ouvrage lui-même, sur l'ouvrage, dans l'ouvrage, selon la nature de l'ouvrage. Les accès, j'en avais dit un mot dans le descriptif des réseaux, mais c'est vrai que
un ouvrage c'est bien, mais si on sature en tête de tunnel ou de pont, est-ce qu'on a fait une très belle opération? C'est pas sûr. Ou en tout cas, il faut redimensionner, réfléchir. Il faut faire attention à ça. Peut-être qu'il faut reprendre un plan de circulation dans tel ou tel quartier, des choses de cette nature. On peut regarder les effets de report modal. Dans le cas particulier, on pourrait avoir un report peut-être des transports en commun vers la voiture, en sens inverse de ce qu'on aurait éventuellement cherché. Ou bien une opportunité pour les deux roues, etc., etc. Transfert de trafic depuis d'autres ouvrages. Ah bah oui, ça on l'a vu récemment avec les ponts qui ont ouvert. Il y a eu des délestages de trafic sur les ponts existants et puis des reports sur les nouveaux ponts qui ont été mis en service. Ça c'est intéressant. Il y a des rééquilibrages qui se font lorsqu'il y a des investissements de cette nature. On peut aussi calculer les gains et les pertes de temps de trajet pour chacune des origines-destinations. Alors, si vous voyez, si on fait 100 zones par 100 zones, ça fait potentiellement 10 000 origines-destinations. Eh bien, pour chacune de ces 10 000, on peut calculer quel temps a été gagné, perdu, et donc par qui, pas nominalement bien entendu, mais pour quel motif, etc. Petite parenthèse ici, pour dire qu'avec ces bilans temps, etc., mais ça nous emmènera bien loin de nos sujets, on peut derrière utiliser ces données-là pour faire des bilans socio-économiques et des bilans environnementaux. Je le dis ici pour qu'on le mette dans un coin de mémoire si d'aventure il fallait y revenir. Bilan socio-économique à mettre en regard des coûts financiers et du plan de financement de l'ouvrage ou des ouvrages, sachant que là aussi, c'est comme pour la durée de vie technique, il y a une durée de vie financière. Aujourd'hui, vous savez que sur le marché de Londres, on emprunte à 50 ans pour faire des très grands ouvrages, par exemple. On peut se poser ce genre de questions ici, pourquoi pas. Je mets en dernier l'intérêt, parce que c'est une vraie préoccupation, l'intérêt de cartographie pédagogique commentée. Cartographie pédagogique commentée, parce qu'effectivement, pour pouvoir être compris, et là je pense au grand public, hein, vous n'êtes pas le grand public, vous êtes des gens qui travaillez, la preuve vous êtes là, vous allez consacrer du temps à comprendre tout ça. La plupart des gens dans le grand public, ils passent dans une expo, ils feuillettent un journal communautaire ou communal, ils ont un article dans la grande presse, mais au mieux une petite animation sur FR3 régional en passant vite fait, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Voilà. Alors j'arrive à la fin pour introduire le débat. Donc des questions, alors j'en ai égrené quelques-unes au fil de mon exposé, mais je les reprends un petit peu ici. Sur les données, est-ce qu'on construit quelque chose de solide ou de fragile? Alors on a les données disponibles et puis on a les données que l'on construit, que l'on produit à l'occasion d'une démarche de cette nature. Est-ce qu'elles sont bien adaptées? Est-ce qu'elles sont pertinentes, solides, obsolètes déjà, etc. Il faut poser au maître d'ouvrage ces questions. Est-ce que vous nous avez bien tout donné? Est-ce que l'INSEE n'a rien caché? La CCI, qui en a demandé des trucs sur les emplois, etc., etc. Les hypothèses prospectives. Alors, on est à Nantes. On entend ici régulièrement que l'avenir de Nantes, c'est la croissance démographique, c'est une agglomération attractive et tout le monde est dans le consensus là-dessus. Très bien. Est-ce qu'on ose poser la question, ce consensus, jusqu'à quand on le fait durer? Est-ce qu'il y a un risque d'inflexion, par exemple, dans cette attractivité démographique et l'emploi qui va avec? Osera-t-on questionner un petit peu ces hypothèses sur lesquelles sont construits les raisonnements, hein. J'ai eu à travailler dans des régions françaises ou allemandes, par exemple, qui perdent de la population. C'est des choses qui existent. Ça peut arriver à des agglomérations dynamiques de se trouver sur une trajectoire avec une cassure éventuellement. Les scénarios, bon, la créativité dont je parlais tout à l'heure, est-ce qu'on a vraiment fait le tour de tout ce qu'on voulait explorer? Est-ce qu'on en a laissé de côté? Est-ce qu'on est sûr de ne rien oublier? Voilà.
Et est-ce qu'on les a assez contrastés? Parce que si c'est pour comparer A et A', bon, d'accord, mais il vaut peut-être mieux comparer A, B et C, par exemple. Et puis, les résultats. On arrive à quelque chose qui est suffisamment éclairant pour prendre une décision publique, convaincue, ou est-ce que, avec les marges d'incertitude que vous avez décelées dans mon exposé, on est dans un flou et que c'est pas finalement ce type de démarche qui va aider à la décision publique. Il faut oser là aussi interroger les certitudes des technocrates, parce qu'il y en a qui en ont encore, qui disent mais c'est comme ça forcément, et puis d'autres qui disent bah, la marge d'erreur elle est de X%, il y a une moyenne et un écart type et des choses comme ça. Alors pour finir quand même sur une note, j'ai une proposition à faire derrière ça, mais qui est un petit peu venue de mon expérience, c'est-à-dire travailler ce que j'appelle une pédagogie du complexe. Alors vous avez vu que c'est compliqué tout le long de l'exposé, et ce qui est intéressant, c'est encore compliqué à l'arrivée. Quand on a X scénarios avec leurs variantes et leurs conditions, etc., et puis une tonne de chiffres qui sert à décrire le résultat d'un seul scénario. Alors, selon moi, il y a deux écueils, et je me place du côté de la puissance publique. Il y a le yaka faucon. Oh bah attendez, toutes vos histoires, c'est bien compliqué, pourquoi vous nous enquiquinez avec tout ça, machin, bon. Puis d'ailleurs, c'est même pas sûr que ça soit vrai, votre truc, donc yaka. Et puis voilà. Bon, on revient dans le domaine des croyances, pourquoi pas, mais il y a malgré tout un peu de vrai dans tout ce que je vous ai raconté. Et puis l'autre excès, je l'ai vécu, c'est ah bah puisque les études ont dit que, etc., bon alors on s'aligne derrière le résultat des études et les gens qui les ont faites. Moi j'ai eu pas mal d'élus qui m'ont dit oh, bah, écoutez, bon, d'accord, bah, on vous croit, on vous fait confiance, merci de votre confiance, mais bon, personne n'est parfait. Voilà. Donc ces deux écueils, entre les deux, et je m'arrête, pédagogie du complexe, c'est vrai que lorsqu'on s'attache effectivement à faire comprendre ce que va être ce choix collectif important pour la collectivité, hein, on n'est pas dans une bordure de trottoir, et que l'on veut démocratiser cette prise de décision, faire participer le citoyen, comment est-ce qu'on lui parle, qu'est-ce qu'on lui raconte? Alors moi j'ai eu à être une fois en compétition avec un bureau spécialisé en communication, à partir de résultats d'une enquête ménage. On nous a fait travailler en double aveugle. C'est très intéressant. Eux, ils n'avaient pas la connaissance technique que nous, on pouvait avoir, et nous, on n'avait pas la compétence communication. Mais chacun était prié de faire un effort dans la direction de l'autre, puis on a comparé les résultats. C'est intéressant, match nul. Match nul, ça veut dire qu'on n'était bon ni l'un ni l'autre. La boîte de com avait fait son travail très honnêtement, mais n'avait pas saisi toute la matière technique, et nous on avait fait le trajet inverse, honnêtement aussi, mais on n'était pas très bon en com. Voilà. Donc la conclusion pour moi c'est de dire qu'il y a quelques semaines et quelques mois de travail pour partir d'un rapport comme celui qui est remis au maître d'ouvrage, et en combinant les compétences des services de la collectivité, éventuellement appuyés par son bureau d'études chéri, plus la boîte de com qui va bien, qui sait faire, pour pouvoir arriver à quelque chose de présentable au grand public. Merci pour votre attention. Si on peut applaudir M. Gagneur, qui nous a présenté de façon très pédagogique tout le déroulé d'un travail comme celui-là. Alors, je ne doute pas qu'il y a quelques techniciens ou spécialistes des déplacements qui pourront effectivement poser quelques questions et demander des précisions à M. Gagneur. Moi, j'ai peut-être une première question pour ouvrir l'échange. Comment on inscrit des éléments de rupture dans des scénarios comme ceux qu'on doit, nous, quelque part, non pas expertiser d'ailleurs, puisque ce n'est pas la question qui nous est posée, mais on est sur quelque chose qui va durer 20 ans ou 25 ans, avec ces 3 franchissements envisagés.
Et dans l'intervalle, j'en sais rien, imaginons que le transport en commun soit décrété gratuit. Est-ce qu'on sait prendre des hypothèses comme ça? Imaginons qu'on mette un péage pour les voitures. Enfin, je prends des... Voilà. Est-ce qu'on sait intégrer ces formes de rupture dans ces travaux prospectifs? Alors, oui, avec des limites. Alors, il y a deux familles de ruptures possibles. Il y a les ruptures... Ça marche, mon truc? Oui. Merci. Il y a les ruptures dans la vie urbaine en général, sur sa démographie, son emploi, son dynamisme universitaire, tout ça. On peut donc, là vous l'avez vu, dans les différentes horizons de temps et selon les zones, on peut faire varier des chiffres. Donc ça, il n'y a pas de problème majeur. Il suffit de se mettre d'accord sur, je sais pas, on déménage un campus, on en crée un deuxième, un troisième, bon, des choses comme ça. Ça, c'est pas compliqué à faire, c'est plus compliqué à concevoir, à faire, c'est changer quelques chiffres. Pareil pour les réseaux. Vous faites sauter un pont, parce qu'il y a eu un bombardement, enfin je dis des choses complètement stupides, mais encore que, ici, on sait ce que c'est. On peut, techniquement, il n'y a rien qui empêche de couper. Moi, je l'ai fait pour voir ce que ça donnait, hein, sur le réseau de Grenoble où je travaillais à ce moment-là, avec un étudiant chinois qui bossait sur la modélisation. Bon, on a coupé un pont pour voir ce que ça donnait. On voit des reports de trafic sur des itinéraires de délestage, forcément. Hein. Alors après, c'est mesurer les ampleurs. Donc ça, techniquement, il n'y a pas de problème. Le problème est plus de concevoir les ruptures que de les écrire dans le modèle. Ça, c'est pas compliqué. Concevoir. Par exemple, le péage urbain, oui, alors, il y a quelques universitaires qui réfléchissent là-dessus, des chercheurs, un peu d'expérience ici ou là, mais relativement peu, à l'échelle mondiale, il y en a très peu, qui donnent des résultats qui prêtent, comme tous les résultats d'expérience, qui prêtent à discussion. Hein. L'ampleur de la variation de trafic qui est issue d'un péage, est-ce que c'est un péage d'ouvrage, un péage d'accès à une zone, comme à Londres? Bon, donc on rentre dans des débats, oui, d'experts pour l'instant, où les conclusions qu'on peut tirer et qu'on pourrait transposer sont encore fragiles, on va dire. Mais on peut, si on veut dire, bah tiens, on mettrait un péage, je sais pas, toutes les sorties du périph', par exemple, dans l'agglomération de Nantes, on pourrait techniquement simuler une situation de cette nature. Oui. Ok, merci. Est-ce qu'il y a donc des questions? Sans entrer dans le domaine technique, il y a dans le domaine des transports, il y a une particularité, c'est que la technique est très forte et très prégnante. Et l'interaction entre le matériel et le support est quelque chose d'important. Selon que l'on va concevoir une route ou une voie ferrée, on n'aura pas les mêmes contraintes d'accès. Au même titre que si en sport, on imagine une piste d'athlétisme ou un vélodrome, vu du ciel, on a le même anneau, on coupe longitudinal, on n'a pas du tout la même chose. Donc, voilà, il y a ces aspects-là que je n'ai pas ressentis dans votre Alors, effectivement, les descriptifs de réseau, les arcs dont je parlais tout à l'heure, on les qualifie avec leur longueur et avec la vitesse que l'on réalise dessus. Que la voiture soit électrique, diesel ou essence, pour ce type d'études, c'est pas pris en compte. Je dis pas que ça n'a pas d'importance, mais c'est pas pris en compte. Ce qui viendrait à changer sur l'infrastructure, c'est si, par exemple, on passait massivement à ce qu'on appelle la voiture intelligente. C'est-à-dire où, effectivement, on peut moduler et réguler la vitesse des véhicules, les temps de freinage, les distances de freinage plus précisément et d'accélération, etc. Là, il faudrait reconsidérer l'ensemble du descriptif, ou au moins une partie, peut-être les axes principaux seraient équipés de ce qui est nécessaire aux voitures intelligentes, et puis les axes secondaires ne le seraient pas encore, par exemple. Donc il va falloir réfléchir, remettre à plat sur des choses comme ça. Ce qui est différencié dans l'exposé que j'ai fait, c'est les descriptifs pour la voiture et les descriptifs pour les transports en commun. Par exemple,
sur le découpage en zone, on fait pour les transports en commun une logique de bassin versant. Hein, donc comme l'écoulement des eaux, je ne devrais pas parler de ça en ce moment ici, mais bon, le bassin versant qui conduit les habitants assez naturellement à venir sur le ou les arrêts, souvent on les regroupe à 2 ou 3, les arrêts de transport en commun de la ligne qui est la plus proche de chez eux. Hein. Donc on se débrouille pour faire le découpage de cette manière-là. Les descriptifs de réseau routier sont faits plus avec des logiques de points d'injection. Hein. Ça va être des carrefours, des choses comme ça, où le trafic d'une zone vient s'injecter sur l'arc machin qui décrit la RN ou la RD X. Donc ce type d'étude n'est pas fait pour aider au choix d'un pont transborder par rapport à un pont routier classique, par exemple. Si c'est ça qui est derrière votre question, cette étude-là ne vise pas du tout, enfin la méthode que je viens de vous dérouler ne vise pas du tout à répondre à cette question. Elle aidera à apporter un élément de réponse lorsque on fait l'analyse fonctionnelle de chacun des 2 types d'ouvrages, par exemple. Et ça démontrera, je vais vous le dire, hein, ça démontrera que l'ouvrage routier classique est plus performant du point de vue des écoulements de trafic que le pont transborder. Voilà l'enseignement que ça apportera et qui est quantifié, celui-là. On peut faire la différence. Alors pourquoi, excusez-moi, je vais aller jusqu'au bout de l'explication. On peut faire la différence entre le pont transborder et le pont routier avec ce type d'outil parce que c'est le temps, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est les temps de parcours qui vont varier. On va faire un arc où il y aura un petit temps d'attente avant de pouvoir embarquer sur le transborder et puis un autre petit temps pour débarquer. Hein. Donc ça joue sur les temps de parcours et donc sur les écoulements des flux. Je ne sais pas si j'ai correctement répondu à votre question. Oui, d'autres questions ? Je reviendrai sur ce qui a été dit sur la notion de rupture. J'en aurais 2. Comment on peut introduire question très concrète, par exemple le CREDOC, là, depuis depuis 5-6 ans, fait des études sur le comportement, comment les gens acceptent d'accepter les voitures autopartagées, plus de transport public, etc. Donc comment on peut intégrer ça, puisqu'il semblerait qu'il y ait de plus en plus une majorité de population qui souhaite résoudre ces systèmes de qualité de vie. Et l'autre, elle est plus précise. Vous avez parlé tout à l'heure sur les données emploi. Quand on est sur une grande ville comme Nantes, à part peut-être le Creusot, c'est une recherche sur l'évolution qualitative de l'emploi, puisqu'il y a des études qui essayent de démontrer que plus la catégorie sociale de la population qui va au travail est plus innovante, ou est-ce que c'est la masse des emplois? Parce que ça peut changer On est par exemple dans une métropole qui essaye d'aspirer des emplois de valeur ajoutée, enfin cadre supérieur. Comment on pourrait intégrer cette donnée-là si on les joue par rapport aux analyses sociologiques qu'on a? Et ça doit jouer théoriquement pour moi dès lors qu'on s'adresse au centre-ville. Entre autres, on a l'île de la Création. 2 questions compliquées. Je vais essayer d'apporter des éléments de réponse, mais peut-être pas toute la réponse. Sûrement pas pour la deuxième. Sur les études, CREDOC ou autres, concernant le comportement et le covoiturage, il faut revenir aux notions de matrice que je présentais. Lorsque les enquêtes, en particulier les enquêtes ménage-déplacement, nous donnent l'information, on a la distinction entre le conducteur voiture et le passager. Et donc, on peut à ce moment-là faire bouger un petit peu les lignes et modifier des coefficients tout simplement d'utilisation de la voiture en mettant plus de passagers. Au lieu, vous savez qu'aujourd'hui, une voiture qui circule à Nantes en moyenne est remplie, tiens, on pourrait faire une petite question là. Combien?
Non, il y a 1,3, oui, à peine. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a le conducteur plus une fois sur 3, on va dire, un passager. Bon, bah c'est ce 0,3, on peut faire varier le chiffre qui est derrière la virgule, et ou bien utiliser la matrice passager pour la faire gonfler, entre guillemets, en tenant compte d'hypothèses qu'on va construire sur la vitesse avec laquelle les comportements vont se modifier et l'ampleur des modifications. Est-ce que ça concerne 2, 5, 12% de la population? Est-ce que c'est en 2014, en 2020 voilà, une question qu'il va falloir se poser. Encore une fois, c'est la même question que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est facile de modifier des coefficients dans un tableau, hein, c'est pas très compliqué. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est comment on construit le raisonnement, les hypothèses, quelle validité on leur accorde avant de rentrer ça dans la machine. Alors, il y avait une deuxième question. Il y a une deuxième question. Est-ce que par exemple, n'avoir que des cadres, ça permettrait d'économiser un pont? Je résume, hein, mais c'est un peu ça qu'il y a dans la question. Bon. Alors. Oui. Alors. Si vous voulez, ce type d'étude, à mes yeux, j'ai pas fait que du transport dans ma vie, je me suis aussi intéressé à l'économie de l'emploi, mais ce type de méthode est horriblement pauvre en matière d'approche de l'emploi. On sait à peine décrire l'emploi zone par zone d'une agglomération, par type de qualification et par localisation. Je peux vous dire que les fichiers des entreprises de moins de 10 salariés, pour en avoir tripoté un certain nombre, 9 fois sur 10, ils ont 20% d'erreurs. Donc, parce que c'est pas la bonne adresse, 25 raisons humaines, très humaines, qui font que déjà la connaissance actuelle, elle est pas très bonne. Lorsqu'on veut la spatialiser. Hein, voilà. Alors, ensuite, dans les études de la famille que je vous exposais, on a, en gros, on va distinguer deux grandes familles d'emploi, celles qui sont dans des usines et celles qui sont dans des bureaux. Mais dans un bureau, vous pouvez avoir des cadres très 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 supérieurs, puis des gens qui font marcher la photocopieuse, hein, il n'y a pas de saut métier. On ne prend pas en compte le degré de qualification des gens qui occupent les bureaux. Ce qui est, alors c'est en ce sens-là que c'est très pauvre. Je suis le premier à en convenir. Et qu'on ne va pas pouvoir construire beaucoup de raisonnements autres que ceux qui sont fondés sur les mètres carrés de bureaux que l'on va construire. Alors ceux-là, en général, il y a des programmes, hein, vous les avez cités, on sait où on les met, on sait quand ça va sortir, au moins pour les 10 prochaines années. Après, on prend des hypothèses, on les construit. Les usines, on est tout content quand il y a des nouvelles à construire, et là, c'est plus du tout les mêmes coefficients de remplissage au mètre carré, mais on connaît à peu près dans les zones industrielles, on a quelques données qui permettent de dire, si on ouvre une zone d'activité, on sait à peu près quelle est sa vitesse de remplissage, le nombre d'emplois qu'on va pouvoir y mettre. On fait ces raisonnements, mais on ne va pas plus loin, malheureusement. Hein. Alors c'est à l'amont, s'il y a des raisonnements plus riches, on peut en tirer les quelques éléments chiffrés dont on a besoin pour faire tourner les modèles de trafic, mais on n'a pas besoin de savoir si c'est des cadres sup qui sont dans la biologie, l'informatique ou l'aéronautique ou que sais-je. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Hélas, c'est pas très riche. Autre question? Oui. Annick. Madame, et puis après... Oui, alors moi, j'ai trouvé votre exposé très intéressant, qui pose bien les questions, qui structure bien la réflexion. Malheureusement, du coup, on se rend compte que c'est encore beaucoup plus complexe qu'on imaginait. Et alors, ce qui me pose problème, moi, c'est comment maintenant vous allez croiser les résultats objectifs et rationnels que vous allez réunir grâce à cette étude avec les représentations, avec les souhaits des habitants, avec l'image d'une ville, avec la dimension culturelle de la ville, etc., etc.
Est-ce que là, on peut faire le rapprochement avec Woody Allen, c'est-à-dire est-ce qu'on peut répondre oui? Je vais rester modeste. Je vais rester modeste. Il m'est arrivé d'essayer de croiser, mais c'est le boulot des politiques, ça. Moi, je suis resté, j'allais dire, dans la cuisine quand on prépare les plats et puis qu'on les amène. Là, vous êtes dans la salle du restaurant. Alors, il y a les plats, puis il y a l'ambiance, la musique, la qualité du service, il y a tout ce que vous voulez autour. Moi, je vous ai dit comment on fabriquait les plats, comment on essaye de les fabriquer. Ça, je ne sais pas, honnêtement. Par contre, alors là, j'allais dire, je renvoie la question à la salle. On peut dire, il y a, lorsque les approches dites rationnelles de cette famille-là viennent rencontrer et conforter les représentations que l'on se fait par l'histoire, par la culture locale, etc., tout va bien. On se conforte, il n'y a pas de conflit. À l'inverse, quand ça vient remettre en cause une représentation déjà acquise, en disant mais bien entendu c'est comme ça, et puis que ça démontre que non, c'est pas comme ça, c'est un truc où ça fait mal quand on appuie. Exemple, le pont transborder. Vous disiez tout à l'heure qu'un pont routier, évidemment, permettait de faire passer beaucoup plus de voitures, mais le pont transborder, c'est le rêve, c'est l'image de Nantes, c'est renouer avec le passé. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Qu'est-ce qu'on privilégie? Je suis d'accord avec vous, sauf que je n'ai pas dit que ça faisait passer plus de voitures. Je me suis bien gardé. Si, vous avez dit que ça faisait passer... ça allait plus vite. De trafic. Oui, bon, d'accord. Pas forcément automobile. Non, mais il y a un vrai débat sur qu'est-ce qu'on va prioriser. Alors, je sais pas, enfin, moi je suis pas du tout un spécialiste des ponts transbordeurs, je suis désolé, mais... non, mais je prends ça comme exemple, parce que... J'ai une idée, mais totalement personnelle, je veux bien qu'on échange sur cette idée. Je suis pas sûr que ça soit... Enfin, ça peut faire partie de ce débat, bon, on y va, hein. Pour moi c'est un très bon projet touristique, mais c'est pas un projet urbain, au sens où on fait fonctionner une agglomération. C'est un très bon. Alors, je peux expliquer pourquoi. C'est un très bon projet touristique parce que ça s'enracine justement dans une représentation de ce qu'a été le patrimoine de construction métallique et en particulier naval ici à Nantes. C'est tout ce passé qui est encore très présent dans les esprits. Moi, quand je me balade dans différents lieux, on le sent. Hein, pour quelqu'un qui est nouveau à Nantes, c'est très palpable. Bon. Et donc, c'est une grande partie de l'histoire des Nantais qui est là. Qu'ils veuillent s'en ressaisir au XXIe siècle, la faire revivre autrement, je trouve ça un projet plutôt enthousiasmant et sympathique. Bon. Mais pas comme projet fonctionnel. Ça ne marche pas. Et donc, il faut trouver, là, il y a un divorce. Bon. Il faut trouver une articulation. Et c'est pour ça que je dissocie l'aspect touristique, et on peut faire un machin très sympa avec une belle expo sur le pont transborder, je sais pas, des magasins, un resto, tout ce qu'on veut, enfin bon, des choses très intéressantes, attractives, qui feront venir des touristes. Bon. Et puis, pour faire fonctionner l'agglomération au quotidien, c'est pas celui-là. Pour des raisons de fonctionnalité. Mais c'est une opinion qui n'engage que moi. Hein, La méthodologie que vous nous avez présentée est très technique oui. et je pense aux prochaines élections municipales. Est-ce qu'elle disqualifierait automatiquement un élu qui oserait proposer un deuxième périphérique, un télécabine pour franchir la Loire, sans avoir bien entendu mis en application la méthode que vous nous proposez? Et celui-ci qui ne proposerait aucun projet, est-ce que ce serait le meilleur candidat parce qu'il ne nous raconterait pas d'histoire, qu'il ne ferait aucune promesse? Comment étayer un discours politique sans avoir préalablement imaginé un récit avec un développement particulier? Le candidat qui propose rien, ça m'intéresse, mais le seul motif, ça serait éviter de toucher les impôts, à mes yeux. Hein. Alors on peut plaider effectivement que c'est la moindre dépense. Néanmoins, ça veut dire que on
on ne donne pas suite aux différents projets qui alimentent la scène publique ici, sur le devenir de l'île de Nantes, sur la vitalité du Bas-Chantenay, etc., etc. Donc je veux dire, il y a une mécanique qui est enclenchée qui me semble nécessiter investigation. Ensuite, ne rien faire. J'aurais dû le dire dans l'exposé, parce qu'effectivement, un scénario, c'est on ne fait rien. Ça, c'est intéressant de tester le scénario où on ne fait pas. C'est-à-dire qu'on continue à laisser pousser les variables démographiques, économiques, etc. Mais on dit, voyons ce qu'on fait avec l'appareil de déplacement existant. Parce que justement, contrainte budgétaire, on n'a pas les sous, on n'y va pas. Où est-ce que ça coince? À partir de quelle date ça commence à saturer? À quel endroit? Etc. etc. C'est un outil, en ce sens-là, qui peut être pédagogique. Voilà. Après, dans mon métier, moi, j'ai plutôt conseillé aux élus à qui je devais conseiller des choses de réfléchir avant de dire des choses hasardeuses sur on va faire comme ci, comme ça. Ils savent, ils ont des services, des gens compétents dans leurs services, que sur ce genre d'affaires, il faut bien réfléchir avant de prendre une décision, et ils le font. Ils le font tous. Enfin, vous verrez Presse Océan, n'est-ce pas, Jean-Claude? Il y a des interviews d'élus, il se trouve que j'ai participé à certains d'entre eux. Bon, on a des propos sensés, puis on a parfois des gens qui nous disent il n'y a qu'à Faucon. Hein. Ceux-là, ils ne sont pas très crédibles, je veux dire. Jean-Claude, oui. Oui, je voulais intervenir, non pas sur le transborder, mais sur la question des horizons de temps. Hein. Tu indiquais, là, des périodes de 10 ans pour un pont, 20 ans éventuellement. Enfin, c'est ce qu'on entend de façon un peu constante dans le discours des élus. Et je pense que ça, c'est une vraie question. Enfin, je ne vais pas faire référence à Keynes, qui disait que dans le long terme, nous serons tous morts. Mais il y a une façon de différer, enfin, ou du moins de prendre son temps, qui fait qu'à un moment donné, on se demande si les projets sont encore pertinents. Et je pense en particulier à Notre-Dame-des-Landes, où en fait aujourd'hui dans les argumentaires, effectivement, il y a certainement des dossiers hauts comme ça, mais les gens se posent la question et disent mais effectivement tout ça, est-ce que c'est bien encore d'actualité? Donc je pense que la notion de temps, l'horizon de temps, moi je pense que ça mérite vraiment une vraie réflexion. Alors je ne sais pas s'il faut que ça soit à ce niveau-là qu'il y ait un choc de simplification, dont on nous qui émarge dans les discours officiels, ou alors s'il faut faire de la coopération avec les Chinois, parce que je suis sûr que les Chinois ont un pont à Nantes, ça ne serait pas 10 ans ou 20 ans. Donc voilà, cette question-là, moi ça me paraît une vraie question, et comment on peut progresser à ce niveau. Dois-je répondre? Moi, j'ai dit ma conviction qu'il faut voir le long terme. C'est-à-dire que les 10 ans de départ, ils sont incompressibles. L'important, c'est ce qui se passe après les 10 prochaines années. Alors, les Chinois, moi, je sais pas, c'est pour s'amuser, non? Ils construisent des TGV, mais ils marchent pas, ils se cassent la figure au bout d'un moment. Non, je veux dire, aller vite, c'est pas... Est-ce que c'est... Alors, on va arrêter le petit jeu des provocations. Est-ce que, dans une matière comme celle-ci, aller vite est un impératif? Et si oui, pourquoi? Alors, est-ce qu'il y aurait une non-pertinence à doter une ville de ponts pour franchir un fleuve? Parce que je vais sortir du technocrate là, qui vous a fait l'exposé. Une casquette d'urbaniste et d'historien montre que toute l'histoire des villes depuis les Mésopotamiens, elle est faite justement de lieux de franchissement d'obstacles, des ravins, des fleuves en particulier, et c'est même autour de ça que les villes se sont construites. Il se trouve j'ai eu à suivre une étude sur les ponts à Lyon. Elle est passionnante, il faut la trouver à l'agence d'urbanisme. Voilà. Et on les reconstruit après les bombardements. Je l'ai vu sur le Rhin, à Lyon, ici à Nantes. Bon, c'est pas... comment dire,
La liberté de circulation, c'est quasiment un impératif, non seulement constitutionnel, c'est inscrit, mais c'est dans la vie quotidienne. Alors après, on le fait de manière plus ou moins contrainte. Bon, ici à Nantes, compte tenu des projets urbains qui sont dans les tuyaux, il me semble assez évident qu'un jour, je ne sais pas quand, il faut optimiser les choses, mais un jour, il y aura nécessité d'au moins un ouvrage de franchissement. Je dis bien au moins un. Quand on lit les rapports, c'est plutôt deux. C'est plutôt deux pour des raisons qu'on peut expliquer en revenant à nouveau à la technique, mais déplacement court dans un cas et puis déplacement interne mais moyenne distance dans le deuxième cas. Alors, on peut... C'est comme si on disait, je ne sais pas, dans le domaine du logement, il n'y a pas forcément besoin de X% de logements sociaux dans une agglomération, quoi. On est là dans une discussion de quelle politique on veut mener, en fait. Hein, oui, pardon. Ouais. Oui. La question que je me posais, c'est dans une analyse comme ça, est-ce que on peut avoir des élus qui sont à l'écoute ou des élus qui ne sont pas à l'écoute? Est-ce qu'on a des élus visionnaires ou est-ce qu'on n'a pas des élus visionnaires? Les élus visionnaires, c'est les gens qui vont peut-être beaucoup plus voir comment l'avenir. Et ceux qui sont moins visionnaires, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais ça veut dire qu'ils sont plus dans le terrain, dans l'actualité. Je dirais, pour prendre un exemple, je pense qu'on a eu Alain Chénard qui était relativement visionnaire, alors qu'on a eu Jean-Marc Ayrault qui a voulu emboîter le pas sur ce qu'avait fait Alain Chénard. Et donc, il a été plus dans le court terme, mais il a prolongé ce qu'avait fait un visionnaire. On a peut-être, à un moment donné, besoin d'un visionnaire pour avoir la question, quoi, tout simplement. Alors, moi, par goût personnel, j'aime bien les élus visionnaires. C'est-à-dire qu'ils portent une vraie vision, ils la proposent. Attention, parce qu'on va vous demander lesquels sont visionnaires dans la compétition actuelle. Je vais soigneusement éviter le débat nantais sur les... non, mais j'ai vécu dans d'autres lieux avec des élus pas visionnaires du tout. Et c'est franchement pas drôle d'être le conseiller de ces gens-là. Et puis des élus qui portent effectivement une vision de ce qu'est, de ce que pourrait être leur vie, et qui le disent à la population et qui y croient. Alors, ça ne les dispense pas de faire ce genre de truc. Et ils savent se saisir du matériau. On leur fait des notes de synthèse. On leur assène pas tout le truc, évidemment. Mais en 3 pages, on leur dit, voilà, ce que racontent les études dont la fiabilité est de X%, c'est voilà les conclusions. Ils se saisissent de ça, mais ils ont d'autres circuits. Ils ont les circuits militants, parce que souvent ils sont dans un parti où on réfléchit. Ils ont les circuits de la démocratie dans les quartiers, etc. Ils sont maires ou adjoints dans un conseil municipal où ça discute. Ils ont des tas de contacts avec des collègues élus d'autres agglomérations où ils s'intéressent à ce qui va se passer, ce qui s'est déjà expérimenté, etc. Ces gens-là, ils sont passionnants, je trouve. Et je ne réponds pas sur le terrain nantais parce que, je ne connais pas assez, puis je ne vais pas rentrer dans des comparaisons de personnes, c'est pas l'objet. Par contre, on a effectivement bien des catégories d'élus différents. Je crois que les électeurs, ils savent faire la différence aussi. Monsieur Liganet. Impressionné, vous ne savez plus quelle est votre question, c'est ça? Non, parce que j'avais envie de rebondir sur un élu visionnaire que vous avez bien dû connaître, mais qui a perdu les élections. Hubert Dubedou. Il a perdu les élections. Oui. Pas tout seul. Comment? Pas tout seul. Ils s'y sont mis à plusieurs. D'accord. J'ai été témoin direct. Oui. C'est parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Bon. Et puis, en plus, je crois qu'il était béarnais, donc il avait beaucoup de qualités. Mais c'est pas pour vous parler de ça. Alors, je crois ne pas avoir entendu parler, mais c'est parce que j'ai mal écouté, bien entendu, dans votre exposé. J'ai pas entendu d'allusion importante au commerce. Or, je pense qu'actuellement, le système commercial est en train d'évoluer.
complètement, est-ce que l'on doit introduire ces évolutions, alors que je ne perçois pas personnellement, mais qui existent certainement dans les scénarios que vous avez proposés. Alors pour tout dire, moi je m'intéresse par exemple à la desserte du centre commercial de Montbourg, à Saint-Sébastien-sur-Loire. Je vois également les problèmes d'accès en transport public des grands centres qui avaient été construits pour l'automobile, etc., etc. Alors par contre, dans le sujet que l'on traite là, je ne vois pas les commerces. Je suis désolé, je ne sais pas où ils sont, mais je pense que c'est un facteur quand même qu'il faudra introduire. Oui. Voilà, alors vous avez raison, je n'ai pas prononcé une fois le mot commerce. C'est impardonnable. Non, le commerce est là, il est pris en compte à travers l'emploi. Alors la mécanique que j'ai décrite permet de dire qu'un emploi qui est dans telle zone, on constate, et on peut reproduire ce constat, on constate qu'il attire tant de personnes. Donc le commerce de centre-ville, il a une attractivité qui est mesurable justement par les flux qu'on voit dans les matrices origine-destination par motif. Et donc le détail des motifs, il y a les courses et les achats. Il va attirer différemment d'un employé de préfecture ou de quelqu'un qui vend des fringues ou des bijoux en centre-ville. Et de la même manière que les grandes surfaces périphériques sont prises en compte. Donc c'est à travers ces données sur l'emploi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, j'ai dit que c'était pauvre, je maintiens que c'est toujours pauvre, mais le calcul des coefficients permet de tenir compte de l'attractivité plus ou moins forte des catégories d'emploi qu'on trouve dans les différents lieux. Alors, il y a peut-être en prolongement de la question, je ne sais pas si M. Lugadet pensait aussi à ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, le commerce Internet, enfin le fait que voilà, les gens ne se déplacent plus toujours pour aller commercer, ou moins, parce qu'ils commandent sur Internet, et que là, du coup, il y a d'autres trafics qui s'imposent. Oui, c'est vrai. Ça sera du trafic de livraison. Oui, alors c'est une des limites de ce genre de modèle aujourd'hui. Je sais qu'il y a des travaux, en particulier le laboratoire d'économie des transports de Lyon, qui travaille au niveau recherche et application, au pluriel application, avec un modèle qui s'appelle Freiturb, sur les livraisons et des choses comme ça. Bon, c'est pas encore aussi répandu que ce dont je vous ai parlé. Ça viendrait s'ajouter en termes de trafic, c'est vrai. J'ai essayé de travailler avec ça lorsque j'ai fait le PDU de Lens-Liévin et Nain-Carvin. C'était pas totalement convaincant. Intéressant sur le plan pédagogique, mais résultat mitigé. Jean ? Ma question, enfin c'est plus un constat, c'est la mécanique de prise de décision. Où est-ce que ça se passe ? Je crois, enfin, j'ai remarqué avec le temps que bien souvent, les décisions ne sont pas prises au bon moment. On tarde à la prendre ou on la prend trop tôt, en particulier quand il s'agit d'infrastructures. Et cette question de la temporalité de la prise de décision, et ce qui va ensuite après, c'est vraiment une question, je ne sais pas du tout comment elle peut être réglée, améliorée ou modifiée. Je ne sais pas. Oui, gestion du calendrier. Il n'y a pas de bonne réponse à cette bonne question. Décision précipitée risque de faire des choses pas vraiment acceptées par la population. Qu'est-ce qu'on peut, dans le domaine des infras, communauté urbaine de Lyon avec les tunnels creusés par Bouygues sous Michel Noir. Raymond Barre a été obligé de raccommoder des choses sur le plan financier, parce que le montage financier était pris un peu trop vite. On n'a pas pris le temps de suffisamment réfléchir avec des juristes et des financiers. Voilà un exemple. Trop tardé, ça pourrait dire en 2050, on va prendre une très très bonne décision sur des hypothèses prises en 2020 qui ne sont plus valides. Donc effectivement, il ne faut pas rater le train. Mais moi, je n'ai pas de bonne réponse. Un truc sympathique, tiens, de non-décision. Alors c'est plus qu'une anecdote, ça parle un peu. Dans quelques jours, va ouvrir le tram-train Nantes-Châteaubriand. Voilà.
Bon. Mais cette infrastructure, elle a été délaissée, alors vous allez m'aider, il y a combien de temps? 2008, ça dépend de... Oula, il y a plusieurs réponses là. Hein. Il y a eu la fermeture aux voyageurs en 80. Ah ouais. Ça a été il y a encore du trafic de marchandises jusqu'en 2000. Ouais. Donc on peut réfléchir à partir d'un exemple comme ça, quelles ont été les séquences de décision, les bonnes, les mauvaises, sur une période de 30, 40, 50 ans, je sais pas. Le chemin de fer de l'Est de Lyon, qui aujourd'hui est doté d'un tramway, a été conservé dans les documents d'urbanisme pendant plus de 50 ans, contre tous les promoteurs, et ils sont voraces, par des copains urbanistes. Ben, ils ont eu bien raison. Mais 50 ans, il fallait tenir. C'est une décision de ne pas décider d'y mettre autre chose, en l'occurrence. Bon. Madame Granger. Vous avez parlé de l'importance des 2 premières étapes dans la méthode. Oui. Et je voulais revenir sur la modélisation. En fait, c'est un point clé, puisque ça va être un peu le point de départ de la suite. Et en quoi les modèles, de quelle façon les modèles sont mis au point, qu'est-ce qui fait référence, comment ils évoluent et qu'est-ce qui assure la solidité d'une modélisation. Puisque ça repose que, vous avez dit, c'était même une personne qui s'en occupe, donc en fait, on enfile quand même les informations dans l'ordinateur. Et donc, qu'est-ce qui assure quand même la solidité de cette étape? Alors, il y a des gens, dont je ne fais pas partie, dont c'est vraiment le métier de concevoir et améliorer des modèles, c'est-à-dire écrire des algorithmes. Moi, je ne sais pas écrire un algorithme. Mon travail a été de faire travailler des gens qui savent faire, nourrir, piloter, et surtout travailler sur les scénarios et leur restitution. Et puis le conseil aux élus qui va avec. Donc, la société, par exemple, MVA Consultancy, qui a fait le travail ici à Nantes, est spécialisée. Alors, c'est une société qui emploie en France une 50aine de personnes, probablement pas plus. Hein. Donc, ces gens-là sont capables d'améliorer leur modèle. Ils le font spontanément au fur et à mesure qu'ils travaillent dessus. Bon. Internationaux, oui, oui. Ah oui, alors on n'est pas du tout hexagone, là on est carrément au niveau mondial directement. Oui, les gens dont c'est le métier, ils sont à la fois en coopération et en compétition pour comparer leur modèle. Ah ben, le mien, il est meilleur que le tien sur tel aspect, etc. J'ai un fils qui fait ça, il est matheux, moi pas du tout. C'est bizarre, mais... Par contre, ce que je veux dire, c'est que la technicité de ces outils est susceptible d'évoluer, d'être enrichi. Je parlais des modèles prix-temps qui sont plus intéressants au final que les modèles purement temps, d'accord ? Ce que je veux souligner surtout, c'est que ces modèles-là, ils ne marchent pas tout seuls, ça ne pédale pas dans le vide. Il faut les nourrir et que la clé des bonnes études pour faire des bonnes décisions publiques si possible, c'est les données dont on peut disposer pour nourrir les modèles. Si vous n'avez pas des données, il n'y a pas de carburant, le truc ne marche pas. Hein. Voilà ce qu'on peut dire grossièrement. Mais... Oui, merci. D'abord, je vous remercie pour votre exposé, et en disant que j'adhère tout à fait à la méthodologie que vous nous avez présentée, qui s'adapte bien d'ailleurs plus facilement à un projet donné, que ce soit un projet de transport par exemple, ou un pont, ou même un équipement tel qu'une ligne de tramway. La difficulté, dans notre cas, c'est que le sujet est pluriel, il est vaste et complexe, et donc il concerne, comme tout le monde le sait, des franchissements en rapport avec un nouveau centre qui comporte un certain nombre d'équipements qui vont venir, qui sont prévus, disons. Moi, je crois que dans l'intérêt du débat public, qu'on est chargé de faire des propositions pour son organisation, on ne devrait pas couper à la rédaction, à l'établissement d'un document pas facile à faire, qui serait à la fois un document le plus court possible, c'est pas facile, hein, pédagogique, qui rappelle d'abord un certain nombre de choses avec franchise, un certain nombre de choses, par exemple la politique de déplacement de l'agglomération nantaise qui dure depuis au moins dans son aspect déplacement depuis 35-40 ans,
avec ce qu'on appelle des plans de déplacement urbain. Il y en a eu 4, 5 au moins, même si on y inclut ceux qui n'en avaient pas le nom mais qui en étaient en fait. Et donc les principes généraux de cette politique de déplacement n'ont finalement pas fondamentalement changé au fil des années. Donc je crois qu'il serait bon de les rappeler dans ce document, parce qu'ils ont leur importance, à moins que les nouveaux élus veuillent bien sûr changer de politique à l'issue des élections municipales. Ensuite, il faudrait rappeler un certain nombre de choses qui ont été faites, qui ont été étudiées déjà dans l'agglomération. L'agence d'urbanisme a travaillé sur les franchissements existants, les nouveaux et les plus anciens, quelles étaient leurs caractéristiques, à quelle façon étaient-ils empruntés, utilisés, avec quel degré d'utilisation, quels qu'ils soient, ces franchissements. Ensuite, il y a des bureaux d'études qui ont travaillé sur les franchissements à venir, qui ont fait des propositions. Il faudrait aussi les décrire, en parler. Donc, tout ça serait rappelé dans ce document qui serait à l'usage de la population aussi large possible que j'espère qui participera à ce débat. Il y a ensuite le problème des équipements structurants qui sont, pour la plupart, des coups partis, déjà décidés, prévus, programmés, mais enfin qui sont déjà dans la visibilité à venir, des années à venir. Donc là, ces équipements ont en commun la particularité d'être des gros générateurs de trafic. Donc ils ont leur importance sur les déplacements, bien sûr. Il faudrait les passer en revue assez rapidement, dire leurs principales caractéristiques, même si on ne connaît pas tout, et donner peut-être des pistes, je dis bien des pistes, de type de desserte, et ce qu'ils entraînent au niveau des équipements, notamment de franchissement. Et puis il y a bien sûr donc ça permettrait d'évoquer des types de franchissement. Vous disiez tout à l'heure qu'il faudra au moins 2 ponts. Je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense qu'il en faudra même plus que ça, sinon plus d'ouvrages de franchissement. Dans l'agglomération, on a, ces 10 dernières années ou ces 20 dernières années, procédé à des mises en service de ponts. Il y en a eu 2 par 2 à chaque fois, hein, donc il en faudra sans doute d'autres. Et tout ça, donc, ça rappelle aussi qu'on travaillera sur du court, moyen et même long terme. Donc je pense qu'il faudrait que la population qui sera appelée à débattre, à participer à ce débat, ait entre les mains un document relativement, encore une fois, pas facile à faire, mais qui permette de savoir sur quoi porte le débat. Ensuite, et pour finir, il y a les aspects que vous avez rappelés dans votre premier slide, c'est qu'il y a plusieurs types de déplacements dans une agglomération. Vous avez tout à fait raison. Hein. Il y a le trafic interne, vous l'avez rappelé, le trafic d'échange et le trafic de transit. À première vue, le sujet du débat public, franchissement de Loire et nouveau corps urbain qui, entre parenthèses, est plus ou moins dicté dans son périmètre par les nouveaux équipements qui ont été décidés. Ce que je veux dire, c'est qu'a priori, la question telle que posée fait plutôt penser à traiter les problèmes de déplacement interne et d'échange. Mais je ne pense qu'on ne coupera pas dans le débat à parler des déplacements de transit, puisqu'ils ont leur importance, ne serait-ce que pour peut-être dire qu'il faut éviter justement le nouveau centre. J'en sais rien, je dis ça comme ça, mais donc il faudra également aborder cette différenciation, l'expliquer aux gens pour savoir de quoi on parle. Par exemple, c'est un exemple, quand on parle d'un tunnel sous-fluvial, peut-être, c'est une hypothèse que je dis, peut-être qu'il s'attache plus aux déplacements de transit qu'il y a des déplacements internes ou d'échange. Je ne sais pas, mais je pose la question. Donc il y a tout ça à faire, et en résumé, je pense qu'il y a plein de choses qui existent. Le tout, ça serait de le faire sous forme synthétique pour un document qui permettrait d'enclencher le débat une fois que celui-ci sera lancé par les élus. Moi, je voudrais vous poser une question, dans la suite de ce qu'a dit André Boto, sur le débat public proprement dit, parce que c'est un peu la question qui est posée au Conseil quand même, et m'appuyer aussi sur ce qu'a dit Anne Bauger sur le croisement des choses, parce que c'est là que c'est intéressant. Parce qu'on peut préparer dans un restaurant très huppé les mets les plus fins. Si on arrive avec un turbo sauce champagne avec des gens qui veulent manger un burger frites, ça marche pas. Et le meilleur plat ne suscite pas forcément l'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre expérience du débat public, parce que vous avez vécu un certain nombre de projets et vous avez sans doute vu comment il a évolué ce débat public. Justement, sur ce croisement des attentes, sur une époque sans doute où c'était beaucoup plus facile de faire des choses sans que personne ne réagisse ou ne dise rien, et aujourd'hui où l'attente du public a pris quand même une place extrêmement importante dans la prise de décision, et lesquelles décisions se prennent pas non plus toujours que sur des critères rationnels, sinon ça se saurait. Mais comment vous avez vu évoluer, vous, ce débat public dans votre expérience? Waouh.
Je vais essayer de répondre ce soir, puis je me garde un peu de possibilité d'y revenir plus tard. Alors, c'était autre lieu et c'était autre époque. Donc, à prendre avec un peu de distance. Les codes de la langue locale sont pas tous les mêmes. Alors, excusez-moi, je vais parler un peu de ma vie. Bon, moi, je suis pas nantais, tout le monde le sait. J'ai vécu à Lyon et à Grenoble principalement. Eh ben, rien qu'entre ces deux villes distantes de 110 km, la façon de pratiquer le débat public est assez différente. Pour des raisons que je n'ai pas toutes comprises d'ailleurs, qui tiennent à l'histoire propre de chacune des villes et de ses responsables élus. Alors, il y a des débats qui accompagnent des grandes décisions. Moi, j'ai, autour du tramway de Grenoble, on l'évoquait tout à l'heure, la foire d'automne, où on a tenu un stand du syndicat des transports pendant 4 jours avec des collègues. 100 000 visiteurs pour une agglomération de 400 000 habitants. C'est quelque chose de très mobilisateur. Et dans l'imaginaire des Grenoblois de cette époque-là, donc 1983-84 pour être précis, c'était un nouvel élan comparable aux Jeux Olympiques d'hiver de 68. Il faut resituer, si vous voulez, les choses dans ces horizons de temps et dans ces manières de penser. Ici, je ne sais pas quel pourrait être un équivalent de cette notion de grand élan, de grand projet, vous savez, où on a l'impression que tout devient possible, on refait la ville, c'est quelque chose de fantastique, tout le monde s'y retrouve. Oui, alors... Bon... Oui, alors la gare de Grenoble, c'est en minuscule par rapport à celle de Nantes. Hein, bon. Mais moi, je l'ai un peu secoué à coup de tramway, justement, cette gare. En tant que telle, c'était pas très mobilisateur. La gare. Le tramway, oui, avec toutes ses conséquences sur l'agglomération. J'ai vécu d'autres débats dans la même agglomération grenobloise pour enterrer un projet, par exemple. Alors, jeu de mots facile, mais c'était un projet de tunnel. Cette agglomération est coutumière d'enterrer des tunnels, des projets de tunnels. Bon, parce qu'il y a des gens qui pèsent fortement au niveau électoral, qui ont la voix forte, des arguments, et qui disent c'est contraire à la politique des déplacements, hein, ce que disait M. Arboteau tout à l'heure, il faut afficher la politique générale. Bon, ils disent ça c'est un tunnel qui est un aspirateur à voiture, je reprends leur vocabulaire, et donc nous on s'y oppose et puis on y met tout notre poids. Ils ont suffisamment de poids pour que pour l'instant il n'y ait toujours pas le tunnel. Je parle pour ceux qui connaissent le fameux tunnel sous la Bastille, c'est-à-dire la pointe avancée de la Chartreuse. Hein, bon, je pourrais continuer comme ça. Moi, j'ai tendance à dire que alors là, c'est pour le coup la culture locale, c'est ce qui est le plus prégnant, quoi. Il faut s'appuyer sur vraiment la manière dont chacune des villes et des agglomérations s'est construit cette culture du débat public, et puis l'approfondir et l'élargir. Je sais que moi, quand je suis arrivé à Grenoble en 69, déjà, la vitalité de ce qu'on appelait là-bas les unions de quartier était inscrite dans le fonctionnement même des élus de la mairie de Grenoble, hein, Hubert Dubedou comme maire à l'époque. Et il s'appuyait beaucoup sur les discussions dès ce moment-là. Je ne sais pas ce qu'il advient aujourd'hui, j'ai quitté Grenoble en 1994. Bon. Donc ma conviction, c'est qu'on peut aller chercher dans d'autres lieux, en France ou à l'étranger, des expériences positives, créatrices, sur cette notion de comment construire, alimenter le ou les débats publics. Mais le mieux, c'est encore de s'appuyer, de garder bien ses racines et puis de cultiver son propre jardin. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui.
Oui, mon voisin me rappelait qu'il y a un point qui va peser lourd certainement pour Nantes, ça concerne l'activité portuaire qui, bien entendu, pour tout franchissement, pose un problème et où il y a bien entendu des défenseurs du maintien, de structures qui compliquent fortement la situation pour des franchissements. Je voulais rappeler ce point. Vous avez raison. Moi, je n'ai eu qu'une expérience brève, mais intense, à Bordeaux, qui est dans un cas, je pense, très similaire à celui de Nantes, avec cette question, est-ce qu'on maintient quelque chose comme activité fluvo-maritime? Et si oui, quoi? En particulier, la question des gabarits qu'on peut accepter. Bon, c'est une vraie question. Et là, probablement que les élus vont avoir des arbitrages pas faciles à rendre entre une politique économique qu'ils souhaiteraient mener et puis une politique urbaine et dont le volet déplacement. Oui. Ça risque d'être difficile. Il y a déjà eu ce débat-là pour le pont de Cheviré. Hein. Vous voyez bien comment il a été tranché, d'ailleurs. Oui, c'est la question d'Herbreteau qui me fait rappeler ça. Donc, dans les trois types de trafic, vous évoquez interne, échange et transit. Vous avez peu parlé du transit. Au-delà du transit, il y a aussi l'effet saisonnier. On est dans une zone proche de tourisme, donc il y a des effets saisonniers. Et certaines activités de l'île de Nantes peuvent avoir un effet saisonnier aussi. J'ai envie de compléter ta question par un autre petit aspect qui va rejoindre la question des périmètres. Avec un exemple concret, c'est pour ça que je saisis ta question sur les transits. Là, le problème des franchissements de la Loire à Nantes se pose de deux manières différentes si on rénove ou si on ne rénove pas, par exemple, le pont de Thoiret, qui ne fait pas partie de Alors, comment est-ce qu'on peut tenir compte des aléas un peu externes à la zone du projet? Je crois qu'il y a, je prends un exemple précis que je connais bien, mais voilà, il y en a beaucoup d'autres du même type sur ce problème. Je parle de Thoiret parce que c'est à côté de chez toi, mais bon, voilà. Mais non, mais le pont de Thoiret, il va sans doute pas jouer beaucoup sur l'île de Nantes, la partie ouest. Mais alors, il y a plusieurs questions. Donc, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, l'outil dont j'ai parlé, la modélisation, permet de simuler d'une manière correcte les transferts entre les ponts actuels. Hein. Et on a constaté, le rapport le raconte, des transferts de trafic quand on a ouvert des nouveaux ponts. Bon. Donc ça, c'est un point et qui montre que dans la structure des flux tels qu'ils sont organisés dans cette agglomération, ce qui va se passer à l'ouest, enfin on va dire depuis le pont Sainte-Anne inclus jusqu'au pont de Cheviré inclus, dans ce secteur-là, ce qui va se passer sur le pont de Thoiret, tu peux le mettre à 2x2 voies ou 2x3, ça ne va pas modifier grand-chose. Pourquoi? Parce que c'est principalement des trafics de proximité, des trafics essentiellement internes à la centralité nantaise, actuelle et future, et un peu de trafic d'échange, mais quasiment pas de transit dans ce coin-là. Il prendra le pont de Cheviré, le trafic de transit, mais voilà. Donc ça c'est un premier niveau de réponse. Alors ensuite, il y a effectivement la question de la saisonnalité, que j'élargis à la question des pointes de trafic en général. Alors ce que ça pose pour les gens qui font ce genre de métier, les ingénieurs, c'est ce qu'on appelle la question du dimensionnement des ouvrages. Alors je vais le prendre autrement. Vous avez construit un tramway, c'est la première ville en France. Une des premières questions qu'on se pose avec ce genre d'outils, c'est quel service on va rendre à la population en termes de fréquence, et donc derrière, combien de rames on va acheter. Dimensionnement du parc. Tous ces beaux calculs sont faits pour dimensionner des ouvrages en particulier. Ben là, ça va être pareil. Alors, on choisit de dimensionner en général à la pointe du matin ou du soir pour écluser les trafics les plus quotidiens. Donc, si vous voulez, dans la pointe du matin, par exemple, vous avez une moitié de trafic lié au travail, une autre moitié liée aux études, et puis une troisième moitié plus petite, ça fait plus de 100%, qui est les autres motifs. Bon, c'est ça pour rire un peu. Donc, on choisit en général de construire des infrastructures de transport, collectifs ou voitures, camions, etc., en fonction de ce qu'on sait d'une pointe.
Alors, est-ce qu'à Cannes, on a construit le boulevard Carnot en fonction de la pointe touristique du mois de juillet-août? Je ne le crois pas, et donc ça veut dire, je pourrais prendre d'autres exemples, à La Rochelle ou ailleurs, ça veut dire donc qu'on va accepter à l'hyperpointe une certaine dose de rétention de trafic, pour dire la langue de bois, c'est-à-dire des queues, des bouchons, ou autre vocabulaire, parce que une fois l'an, c'est peut-être pas dramatique. Je ne parlerai pas de mon cher tunnel de Fourvière, mais enfin quand même. Une fois l'an n'est peut-être pas dramatique, compte tenu de ce que coûtent ces ouvrages aussi. Hein. C'est ça, un peu ça le problème. Donc la pointe saisonnière ou quotidienne, enfin la pointe, c'est la question du dimensionnement en fait. De ce point de vue-là, pour prolonger un peu, est-ce que vous avez connaissance de villes qui travaillent sur la gestion du temps, la gestion de la temporalité pour étaler les pointes justement? Ben, je me suis risqué à ce genre de sport, ouais. Avec peu de succès. Mais bon, faut savoir de temps en temps. Mais peu de succès parce que les élus. Je vais expliquer. Oui, c'est ça. Alors, il y a une ville, par exemple, Chambéry a fait des choses intéressantes, paraît-il, mais je l'ai lu sur des articles, je ne vais pas aller plus loin que ça, sur les entrées des lycées. Alors, pour optimiser la gestion d'une ligne de bus à Grenoble, j'ai essayé effectivement, avec un petit succès, de jouer quelques décalages de 5-10 minutes des horaires. Bon, ça ne bouleverse pas le fonctionnement des familles, parce que c'est le point sensible. Hein. C'est les accompagnements des élèves le matin, c'est des choses comme ça. Et donc, moi, on ne me payait pas pour emmerder les gens, pour dire les choses clairement. Hein. Donc ça a plutôt correctement marché. C'était du petit ajustement. Les usines, les centres de recherche qui sont dans la presqu'île nord-ouest de Grenoble, ils se sont mis d'accord entre employeurs pour décaler des horaires d'entrée et de sortie, pour éviter des bouchons, un gros carrefour. Voilà. Et le bel échec que j'ai eu, c'est justement sur le campus de Grenoble. Avant de construire le tramway, ligne de bus articulée, fréquence 3 minutes en heure de pointe, tout ça surchargé, enfin l'horreur. Bon, j'ai tenté, enfin je dis oui, parce que c'était moi, mais avec les élus, etc. On a tenté le coup, donc on a analysé complètement le fonctionnement du campus en prenant tous les plannings de toutes les salles, avec les secrétaires généraux, etc. Bon. Et en regardant, du coup, comment se faisait le remplissage du campus, etc. Bon. Et puis, fait des beaux calculs, des propositions de décaler comme ci, comme ça. Et je me suis heurté à mes anciens copains de promo, qui étaient tous devenus profs, maîtres de conf et tout ça, et qui ont dit non, pas question de bouger quoi que ce soit. Moi, c'est 8h, c'est pas 8h moins 10 ou 8h15. Donc, voilà, je le dis comme ça, c'est passé. Ils n'en étaient pas plus fiers que ça, mais ils n'ont rien changé. Certains, du côté des scientifiques, il faut le dire, les scientifiques et les littéraires ont accepté de bouger, et les sciences sociales n'ont pas voulu bouger. Pour résumer les 3 universités de Grenoble. Donc, mais ce qu'il y a d'intéressant, effectivement, c'est le facteur résistance humaine. C'est-à-dire, je parlais des familles. On peut essayer de fluidifier, plastifier les choses, jouer à la pâte à modeler, mais on ne peut pas se permettre de bouleverser la vie des gens dans une organisation quotidienne qui elle-même est tendue, complexe, enfin bon, voilà. Non, c'est certainement pas très très simple. J'ai envie de vous poser peut-être 2 questions pour terminer. L'une concerne les modèles. Quand on a des modèles, on les étalonne en permanence. Par exemple, ici, il y a un modèle de simulation du fonctionnement de l'estuaire de la Loire, les marais, enfin bon, etc. Et évidemment, on mesure un certain nombre de choses régulièrement, tous les ans, dans des points bien précis de l'estuaire, pour caler en permanence le modèle. Ma question, c'est, là, le modèle, on a l'impression qu'il sert à faire des estimations prévisionnelles, mais est-ce ce modèle, on le recale après? C'est-à-dire, on a ouvert un pont, on avait estimé qu'il y aurait tant de voitures à passer par jour, ou tant de bus, ou tant de voitures et de bus, ou tant de... Et est-ce que derrière, on recale le modèle par rapport à la réalité? Autrement dit, la réalité est forcément un petit peu différente de la prévision.
je ne sais pas ce que font les services de Nantes Métropole. Il faudrait leur poser la question à eux. Donc ils font travailler des prestataires spécialisés, on l'a indiqué là. J'imagine qu'à chaque fois qu'il y a des données nouvelles, ils recalent le modèle. Normalement, c'est des gens qui font correctement leur métier, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Mais je ne peux que l'imaginer. Il y a d'autres agglomérations où ce n'est pas un prestataire extérieur, mais c'est les services eux-mêmes qui utilisent un modèle. À Rennes, par exemple, à Strasbourg, le syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF, par exemple, ils ont leur propre modèle, et donc ils l'alimentent en permanence, ils le réactualisent, ils le recalent. Hein. Donc là, les situations locales, il faudrait demander à Éric Chevalier, tout simplement, comment il procède. Je ne sais pas. Alors j'ai après une autre question, mais ça c'est lié à un métier que j'ai pratiqué. Et je vais faire référence à Jean-Yves Pailloux, il n'est pas là ce soir, mais Jean-Yves Pailloux nous disait, qui était donc le patron de l'agence d'urbanisme, oui. Voilà. Et il a l'habitude de dire l'automobile est un gaz et l'automobiliste est un rat. Une façon d'illustrer le fait que quand on change un sens interdit, quand on change un sens de circulation dans une rue, quand on fait des travaux dans une autre rue, l'automobile et l'automobiliste s'adaptent, c'est-à-dire ils passent par un autre tuyau. Et donc je reprends ça tout simplement pour dire que quand on exploite un réseau gaz, quand on développe un réseau de gaz, c'est pareil pour l'électricité d'ailleurs, hein, on sait en permanence, on sait évaluer effectivement si on met un bout de tuyau entre telle rue et telle rue, la conséquence que ça va avoir sur le niveau de pression dans un quartier. Voilà, est-ce qu'on améliore les choses, est-ce qu'on les dégrade, dans quel sens va circuler le gaz. Enfin voilà, on fait des choses comme ça. Ma curiosité, c'est est-ce que les modèles qui sont utilisés sont, enfin, est-ce que finalement les modèles pour distribuer l'électricité ou pour le gaz n'auraient pas un intérêt? Autrement dit, est-ce qu'il y a des parallèles possibles et est-ce que voilà. Je crois que oui, et qu'il y a des chercheurs mais c'est vraiment au niveau des chercheurs, hein, qui s'intéressent à comparer les familles de modèles. Hein. Alors, ce que je voudrais dire, c'est effectivement, je ne connaissais pas la métaphore du gaz et du rat, mais le gaz, oui, j'ai souvenir d'une loi d'Avogadro, quand j'étais en classe de seconde, c'est vieux. Effectivement, l'automobile a tendance, en fonction de cette loi, à utiliser tout l'espace qui lui est mis à disposition. Ce qu'on constate empiriquement, ce n'est pas tellement les modèles qui nous le disent, mais effectivement, les modèles ne sont qu'une représentation rationalisée d'une réalité. Hein, mais, moi, ce qui m'a frappé, c'est effectivement, dans différents types d'expériences, l'extraordinaire plasticité des comportements et en contrepartie, la grande rigidité des mentalités. Et j'oppose les deux, et ça, c'est peut-être intéressant à creuser dans justement les débats publics. C'est-à-dire que quand on vous demande de changer vos habitudes, vous avez tendance à vous crisper et puis à dire non, pas possible. Et puis si c'est d'un seul coup, c'est plus possible, vous avez un sens interdit, ben, vous n'irez pas, vous allez chercher autre chose. Un souvenir d'une rue très très passante, il y avait 1800 voitures à l'heure, et d'un seul coup, la ville de Grenoble a décidé d'y faire passer que des bus et des piétons. Horreur, des cris d'orfraie partout, enfin l'union de quartier du centre-ville, âgé sur âgé, enfin un truc pas possible. Le lendemain matin, aucune trace de voiture, c'est une décision prise un 5 décembre, je me rappelle, 73. On n'a jamais su où étaient passées les 1800 voitures. Le responsable du service circulation, Maurice Lambert, pour ne pas le nommer, m'a dit, je l'ai interrogé plusieurs fois, là, il me dit, je ne sais pas, on n'a jamais su. 1800 voitures, ça fait quand même du monde, et du bruit et du gaz, et ben non. Donc, plasticité extraordinaire et forte rigidité des mentalités. Ça, je trouve que c'est intéressant à constater. Ok, bah écoutez, je crois que cet échange était tout à fait intéressant. Ça nous permet, en tout cas à nous, il y en a quelques-uns dans la salle qui connaissaient un peu tout ça, j'imagine, mais à nous béotiens, de comprendre comment se construit et se réfléchit ce type de projet.
Donc merci Monsieur Gagnard, merci pour à ces vous. échanges et à bientôt. Donc quand même, petite information, oui, il y a quelques membres du Conseil de développement qui ont souhaité qu'on lance des groupes de réflexion et de partage. Donc je voudrais signaler que le lundi 3 mars à 18h, il y a un groupe sur les besoins linguistiques et l'apprentissage des langues étrangères à Nantes, aussi bien les langues régionales que les langues des communautés d'immigration. C'est une proposition d'Alain Grand-Guillot. Donc pour ceux qui sont intéressés à échanger sur cette question, il y aura donc une première réunion le lundi 3 mars à 18h, probablement dans les locaux du Conseil en bas. De la même manière, il y a la coordination ville-mer-fleuve qui s'est constituée, dont vous le savez, qui souhaite qu'un travail soit engagé sur la question fluvio-maritime à Nantes. Et donc la première réunion aura lieu le 23 avril à 18h. Donc pour ceux que ça intéresse, vous notez bien, et puis ça va être mis dans l'agenda, bien sûr, du Conseil. Voilà, merci à tous, bonne soirée, bon retour.